est dénudé à cause des incendies répétés. À son tour, l'érosion en a fait le reste. Il y a de 5 grandes zones, cette wilaya. Il y a les zones montagneuses, il y a les plaines, les collines, les plateaux et les grandes vallées, les 2 grandes vallées, la Tafna et l'Oued el-Meleh. Donc c'est une wilaya qui a beaucoup de possibilités de mobilisation des eaux, hein, et elle a beaucoup de zones d'extension touristique. Quant à la formation végétale, bon, nous avons 180 000 hectares de SAU et nous avons 30 000 hectares de formation forestière qui sont composés notamment de forêts, de forêts, à peu près 11 000 hectares de forêts, pleines et de forêts âgées, hein, et 18 000 hectares de maquis plus ou moins dégradés. C'est-à-dire nous distinguons 3 types de formations, la forêt, les maquis denses et un stade très dégradé. Il y en a là où il y a le Doum, le 10, un stade très dégradé de la forêt. Donc c'est les 3 types de végétation. Qu'en est-il de la géologie? Pour la géologie, concernant surtout la zone 1, bon, que constitue en général, le massif de Bouzdjal. La wilaya d'Ain Temmouchent est installée sur une géologie à base volcanique. Donc en général. Mais dans la zone 1, là où nous nous trouvons actuellement, la roche-mère, elle est graiseuse, elle donne du granit en surface, comme vous voyez, à l'œil nu. Et donc c'est une zone qui ne présente pas beaucoup de... Malgré qu'elle est d'un climat du type méditerranéen, elle nous rend un peu difficile pour réhabiliter certaines essences. Mais nous remarquons que le Touya, il régénère très très bien. Nous axons nos efforts pour réhabiliter cette essence de manière à augmenter la superficie forestière. C'est une espèce autochtone. C'est une espèce autochtone qui n'est pas introduite par des reboisements artificiels. Elle est d'origine africaine. Et où est-ce qu'elle évolue le plus et à l'état pur? Elle évolue dans des zones montagneuses où la roche-mère est pratiquement apparente. Donc elle est très bien, c'est-à-dire la régénération elle est presque favorable et à 100%. Et qu'en est-il des autres espèces, telles le genévrier oxycèdre, qui évolue à son tour? Nous assistons à une dégradation presque continue du fait que le problème de l'érosion à origine hydrique, il est très intense parce que la superficie des zones montagneuses est assez importante. Nous avons la zone montagneuse de Bouzdjal, c'est la zone 1, c'est-à-dire la zone montagneuse du nord. Nous avons la dernière zone, c'est-à-dire la 5e, constituée de vallées, la vallée de Tafna. Il y a que là où l'oued Tafna déverse dans la mer Méditerranée. Et nous avons l'oued el-Meleh, c'est une autre vallée qui déverse aussi dans la Méditerranée et qui draine toutes les eaux venant des amont, soit du versant nord du Tessala, soit des monts de Sbachour. C'est-à-dire du massif des Trara. Les massifs des monts de Trara, c'est ça. Donc comme vous voyez, nous sommes dans une zone où nous sommes au stade extrême de dégradation. Pratiquement, la végétation, elle est presque absente. Hein, le taux de couvrement, il est faible, trop faible, et où la roche-mère est apparente. Donc elle est constituée pratiquement de Doum, de 10, hein, un peu de lentisque. Et c'est là où nous axons nos efforts, notamment dans l'administration des forêts, pour réhabiliter certaines essences qui s'adaptent à ce type de climat qui est semi-aride à hiver doux. Nous axons des efforts. Donc nous avons tracé un plan d'action
pour les 17 années à venir, c'est-à-dire à court, à moyen et à long terme. Nous avons déjà lancé la première tranche, c'est-à-dire les 5 premières années, le quinquennal, et nous avons procédé à des études bien précises pour mieux préconiser les meilleures essences dans la zone et reconstituer au fur et à mesure le patrimoine forestier qui, en principe, doit occuper une superficie au niveau de la wilaya de 55 000 hectares. Alors que maintenant, nous avons seulement 30 000 hectares. Et nous avons un taux de boisement de 12%. Nous devons donc arriver au bout des 17 années à 23%, ce qui est la norme en général pour pouvoir atteindre un équilibre écologique de cette zone riche, d'abord parce qu'elle est agricole, et touristique, parce que c'est une zone qui est riche en sites touristiques. On assiste justement à un dénudement de cette région, de ce massif de Bouzdjar. C'est-à-dire que, bon, il y a des essences autochtones qui sont d'origine africaine et ils sont en voie de disparition. Pourquoi? Parce qu'il y a le phénomène de package dans la zone qui accentue la dégradation. Il y a aussi les incendies de forêt. Comme dans tous les pays du type méditerranéen, les incendies sont très nombreuses. Le nombre de foyers qu'on constate chaque année, il est trop important, soit 300 en moyenne, nombre de foyers d'incendie par an. Donc, ces deux phénomènes accentuent aussi la dégradation, en plus des phénomènes de l'érosion hydrique. L'érosion hydrique, parce que c'est une zone montagneuse, la poutre est trop accentuée, et c'est là où il faut installer et réaliser des travaux anti-érosifs pour lutter contre ce phénomène. Et qu'en est-il justement de la forêt autochtone? C'est-à-dire que l'essence principale au niveau de cette wilaya, nous avons le pin d'Alep, qui est suivi par l'eucalyptus. Mais toute cette essence, elle est suivie de toute une gamme de floristiques, notamment l'oxycèdre, vous avez le chêne kermès, le chêne vert, vous avez aussi la lavande, par exemple, vous avez le chêne vert, vous avez la lavande, et toute la gamme floristique qui suit le pin d'Alep, et qui se porte très très bien, notamment, dans les maquis denses. Seulement, il faut réhabiliter cette essence avec le touya, notamment dont la régénération elle est favorable pour pouvoir maîtriser le problème du phénomène d'érosion hydrique. Parce qu'en définitive, la wilaya de Inti Mouchent, elle a 236 000 hectares. Nous avons 180 000 hectares de productifs, c'est-à-dire de surface agricole utile. Nous avons 30 000 hectares protégés par les forêts et les maquis notamment. Il nous reste donc 30 000 hectares de terres dénudées qu'il faudra traiter. Traiter soit par des reboisements, soit par des plantations rustiques. Au supérieur de 25% de pente, on plante directement en plein des essences forestières. Parce que la roche-mère, il n'y a pratiquement pas de sol. On y va à plus de 25%. Et comment se définissent les sols, justement, au niveau de la zone 1? Au niveau de la zone 1, du fait que la pédogénèse, la transformation de la roche-mère, ainsi que les affleurements et l'érosion intense, il y a pratiquement très peu de sol. Donc il y a lieu là de faire une étude assez approfondie pour préconiser des essences adaptables à ce type de sol. Il faut reconstituer le sol par le biais d'autres essences. Par exemple? Par exemple, le touya. Le touya, il régénère facilement les sols. Le touya, il s'adapte mieux à ces sols. Et comment se définit justement le touya? Autant qu'essence secondaire, elle n'est pas une essence principale comme le pin d'Alep par exemple, le DAC, c'est une essence secondaire qui a son effet de lutter contre l'érosion. Elle est même, on peut la considérer comme une plante médicinale aussi. Et elle régénère bien dans le climat semi-aride à hiver d'août, donc nous sommes dans la zone. Et nous sommes en train de faire des expériences au semis pour voir les résultats, si on peut procéder directement au semis pour activer et recouvrir les sols dénudés rapidement, dans un temps minimum. Et le genévrier, aussi bien oxycèdre que de Phénicie? Le genévrier de Phénicie et le genévrier d'oxycèdre, c'est des essences secondaires qui viennent avec le pin d'Alep. Ils suivent toujours la gamme floristique du pin d'Alep. Et donc, mais leur régénération elle est un peu difficile par rapport au touya. Comment vous expliquez ça? C'est une question de résistance. Il y a des essences qui s'adaptent
élastique, qu'on appelle élastique, qui s'adapte à des sols dénudés pratiquement, où la roche est apparente. Par contre, il y a d'autres qui préfèrent un sol plus ou moins profond. Comme c'est le cas au niveau de la wilaya d'Inti Mouchen, donc nous avons pratiquement pas de sol au niveau de ces zones volcaniques. Par contre, les collines, on a des sols peu profonds, mais qui préfèrent la viticulture ou le fruitier. Mais les sols qui se trouvent en amont, plus de 25%, ils ne peuvent recevoir que des essences forestières, pratiquement. En vous parlant ainsi, c'est une expérience vécue. Et comment se définit le pin d'Alep en tant qu'essence? Le pin d'Alep, malgré que... Enfin, ouais, il a été introduit, le pin d'Alep. Il a été introduit il y a des siècles et des siècles. Mais il est devenu autochtone. Il est devenu autochtone du fait que c'est une essence élastique. Et elle s'adapte à tous les sols, types de sols. C'est l'essence qui s'adapte le mieux, avec notamment le pin pignon aussi. Donc, c'est une essence qui s'adapte à tous les sols. C'est des fois dans des zones où il est pratiquement impossible d'intervenir, c'est le pin d'Alep qui sauve la face. C'est une essence très élastique, on l'appelle élastique. Et elle s'adapte à tous les types de sols. Pour ce qui est du cyprès de l'Atlas? Bon, le cyprès de l'Atlas, il est en voie de disparition. On a peut-être quelques sujets au niveau de la wilaya. Est-ce qu'il est autochtone? Il est autochtone. Il est autochtone, seulement il n'est pas élevé en pépinière. C'est ça il a été oublié un petit peu au niveau de nos pépinières. Il n'est pas élevé, donc on préfère le cyprès commun ou le cyprès horizontal. Qu'en est-il des étagements de la flore au niveau de la zone 1, celle de Bouzdjar? Donc sur le plan de végétation, notamment au niveau de cette zone, on voit qu'il y a une petite dégradation, il y a différents stades. On remarque qu'en amont de cette zone, on trouve un mattoral bien fourni, c'est-à-dire qu'il couvre à peu près la totalité d'une partie de la zone. Mais au fur et à mesure qu'on descend vers la mer, on constate qu'il y a une dégradation. C'est justement la cause principale de cette dégradation, les deux facteurs. Il y a les incendies et le package. C'est une zone à package, d'une part, et d'autre part, c'est une zone touristique où il y a beaucoup d'estivants qui viennent en été ici. Donc, c'est les incendies qui ont pratiquement diminué la surface de couverture au niveau de cette zone. Et comme vous voyez, là, on se trouve dans une zone où nous sommes pratiquement au stade extrême de dégradation. Hein. Il n'y a pas un seul arbre, comme vous voyez. Il y a le 10, il y a le doum, il y a un peu de lentisque. Et la roche-mère souvent apparente. Voilà. Et qu'en est-il du climat qui règne au niveau de cette zone de Bouzdjar? Le climat, se trouve dans un étage bioclimatique semi-aride à hiver doux. Et la pluviométrie, elle tourne entre 200 et 400 mm en général. Mais là aussi, ces dernières années, ce climat-là, il contribue dans la dégradation de... Il n'y a pas une pluviométrie régulière comme autrefois. Donc l'atmosphère commence à se réchauffer, les pluies deviennent irrégulières et l'apport en eau devient difficile, qui est nécessaire pratiquement à la survie de nos forêts. Et donc nous essayons de mobiliser un maximum d'eau en créant des bassins d'accumulation à travers nos forêts, nos reboisements et nos zones d'intervention, qu'on alimente avec des citernes et assurer la survie de nos reboisements et végétation. C'est comme ça qu'on arrive quand même à combler le déficit. Donc la relation végétation, stade de végétation, etc., elle est en relation directe avec les sols. Là où la végétation elle est dense, elle est bienvenante, on remarque qu'il y a des sols profonds. Et il y a vraiment un sol profond, à divers horizons. Par contre, là où il y a diminution de végétation, on remarque que l'érosion bat son plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de sol ou peu de sol. Et donc c'est la relation, c'est l'érosion qui, au fait, crée la relation végétation-sol à travers la wilaya. Et c'est là où nos services interviennent avec plusieurs paramètres, c'est-à-dire qu'il y a des actions anti-érosives, comme par exemple la fixation de dunes, la correction torrentielle, la fixation des berges. Il y a des actions de mobilisation des eaux, la création de bassins d'accumulation, la création de retenues collinaires, les forages par exemple,
Il y a aussi des actions de production, notamment la viticulture et la plantation fruitière. Et donc, tous ces facteurs-là contribuent au rétablissement de l'équilibre écologique de cette wilaya. Notre objectif principal, c'est... Et pour ce qui est du maquis, est-ce qu'il est dominant au niveau de la zone 1? On le voit bien dans la plupart des surfaces. Dans la zone 1, celle de Bouzajar, la prédominance, elle est celle d'un terrain dénudé. C'est un terrain pratiquement dénudé, c'est-à-dire au stade extrême de dégradation, parce que c'est une zone montagneuse et l'érosion bat son plein. Donc l'érosion est bat son plein, il y a lieu en urgence d'intervenir pour rétablir la végétation dans cette zone. Ici, de denses populations de tuyas évoluent. Les tuyas sont un genre de conifères de la famille des Emprestacées originaires des régions tempérées de l'hémisphère nord. Plusieurs espèces sont cultivées comme arbres d'ornement. Ces arbres sont surnommés en Amérique du Nord arbor vitae, arbre de vie en latin pour leur feuillage pérenne. Certaines espèces sont parfois appelées cèdres, appellation approximative car ce ne sont pas des cèdres. Vu les étendues, les espaces qu'occupe le tuya s'avèrent des plus minimes au niveau des massifs côtiers de Meder. De feuilles persistantes, celles-ci sont opposées sous forme d'écailles. Ces écailles sont disposées sur 4 rangs le long des rameaux. Ceux-ci sont aplatis et apparaissent comme articulés. Les cônes mâles, petits et peu visibles, se trouvent à l'extrémité des rameaux. Les cônes atteignent à maturité une taille de 15 à 20 mm de diamètre. Les cônes formés de 6 à 12 écailles opposées, coriaces et imbriquées. Tuya tient à l'étymologie du mot grec ovia en référence à son bois parfumé. Enfin, le bois du tuya est très léger, tendre et aromatique. Celui-ci peut se fendre facilement et résiste bien à la pourriture. Le bois du tuya a trouvé de nombreuses applications depuis la fabrication de coffres qui repoussent les mites jusqu'aux bardeaux de couverture. Les poteaux du tuya ont été employés dans les constructions anciennes à l'image des kasbahs algériennes. Le feuillage du tuya est riche en vitamine C et fut employé jadis comme remède. Au niveau de la façade sud du massif côtier de Meder, une forte concentration de population de tuya évolue sur des sols abrupts d'origine volcanique très pauvres en sels minéraux où la roche-mère est parfois apparente. Les mêmes sols très sensibles à l'érosion hydrique et éolienne permettent au tuya une régénération des plus aisées. C'est dire que cette essence n'est point exigeante. Autochtone, le tuya est une espèce élastique qu'il faut coûte que coûte sauvegarder au niveau du massif de Meder et Bouzadjal, tant celle-ci se régénère facilement malgré l'hostilité du terrain. Bref, les massifs côtiers de Bouzadjal et Meder, en majeure partie dénudés, sont en proie au phénomène de l'érosion, à la fois hydrique et éolienne. Et reboiser ces mêmes massifs à partir des essences autochtones telles le tuya s'avère plus qu'une urgence. L'école d'agriculture de Ain Timouchent.
Ici, la plantation expérimentale des cèpes d'origine aussi bien nationale qu'internationale. En somme, tout indique que Ain Timouchent est bel et bien le royaume algérien de la viticulture. À Ain Timouchent, la viticulture a occupé naguère 33% de la surface agricole utile de la wilaya et réalisé à elle seule le quart de la production vitivinicole. C'est dire que le vignoble à Ain Timouchent joue également un rôle moteur contre l'érosion du sol et procurait 48 000 journées de travail par an à toute une population active. La viticulture évolue sur des plaines comme ici à Oued El Melah, au Rio Salado. Celle-ci côtoie aussi bien les céréales que l'arboriculture au niveau de Hammam Bouhjar, mais aussi les zones de montagne et celles situées sur le littoral. Là, il s'agit du Cap Figalo et des vignobles le Jouxtan. C'est dans un climat le plus souvent semi-aride que balaient les vents marins que les vignobles dans l'encépagement est fait des classiques aramans, Terré, du Carignan, Cinsault, Mourvèdre et toute une autre gamme de cèpes d'origine étrangère. En fait, la viticulture à Ain Timouchent et son histoire remonte au royaume des Massaïcil. Dans la capitale fut Siga, où Sifax y a régné tout en développant avec soin la viticulture. À Tekembrit, en plein cœur de Oulhassa, la terre natale de Sifax, les populations locales ont de tout temps continué à pratiquer la viticulture, où leurs terroirs produisent les meilleurs crus de la région. Une culture ancestrale qui a fait la grandeur du royaume de Sifax, il y a déjà plus de 2 siècles avant l'ère chrétienne. L'île d'Acra, chère aux Phéniciens, et les terroirs qu'abritent les rives de la Tafna, un terroir royal que berce Mare Nostrum, la Méditerranée. C'est dire que la viticulture à Ain Timouchent n'est point une mince affaire, tant celle-ci trouve ses racines dans la glorieuse histoire locale de ce peuple numide, dont Siga fut la capitale. La viticulture est donc ce monde complexe que tentent de percer les professionnels en la matière. Pour la viticulture, je dois dire que d'abord que la viticulture, c'est la culture de la wilaya de Ain Timouchent. C'est une vocation que la wilaya donc, a connue depuis bien longtemps. Puisque si je ne parle que depuis l'indépendance, la superficie viticole au niveau de la wilaya, jusqu'en 71, elle était de 60 000 hectares. Bon, malheureusement, après, il y a eu l'arrachage massif du vignoble et la superficie est descendue jusqu'à 8 000 hectares à la veille du plan national de développement agricole pour différentes raisons. D'abord, il y a eu la mévente des productions donc c'est ce qui a amené donc, les responsables au niveau national de prendre la décision d'arracher le vignoble.
Mais depuis l'arrachage, je dois dire que nous avons connu pratiquement l'installation de la sécheresse au niveau de la wilaya et également au niveau de la région ouest. Donc la sécheresse qui a duré pratiquement 3 décennies. Cette sécheresse, vis-à-vis de cette sécheresse, on devrait prendre des mesures. Et il fallait donc prendre une décision pour reconvertir la céréaliculture qui ne donnait pas suffisamment, qui ne permettait pas ou n'assurait pas à nos agriculteurs des revenus décents. Donc il a été décidé d'engager une politique de reconversion au niveau des terres qui conviennent à la viticulture et de cela donc revenir un peu à la vocation première de la wilaya. Et depuis 2000, je dois dire qu'un effort important a été fait avec le soutien de l'État, du Fonds national de régulation et de développement de l'agriculture. Et nous sommes maintenant à plus de 23 000 hectares de vignes qui sont installées au niveau de la wilaya. Et la viticulture est redevenue donc la principale vocation agricole de la wilaya. La viticulture a en quelque sorte été réhabilitée. Tout à fait. Elle a été réhabilitée et au point où maintenant je dois le dire honnêtement qu'elle a été réhabilitée et elle pose problème. Problème d'ordre uniquement d'écoulement de la production. Sinon je dois dire que la viticulture a permis quand même la création d'emplois, de régler un problème social. Ça, c'est l'un des objectifs, parce que je dois rappeler que la viticulture, si donc elle a été développée, c'est pour 3 principales raisons. Sociale, donc elle est très productive d'emploi. C'est ainsi que, par exemple, la viticulture, elle emploie plus de 20 000 emplois permanents à travers la wilaya. Pour une raison écologique, donc ça permet également de préserver nos sols contre l'érosion. Du point de vue également, je dirais, économique, ça permet d'améliorer le revenu des agriculteurs qui étaient très affectés par l'effet de la sécheresse durant donc, les 3 dernières décennies. Et je dirais également l'environnement, c'est un effet environnemental puisque la viticulture c'est connu, donc elle améliore donc l'environnement et actuellement donc c'est beau de voir la viticulture se développer au niveau de la wilaya d'Ain Tilouchent. Je dois dire également que la viticulture, nous sommes au niveau de la wilaya, la première wilaya viticole au niveau national. C'est une culture qui a pris de l'essor grâce au savoir-faire des agriculteurs de la région. Et actuellement, il y a donc des possibilités de développement énormes dans le domaine de la transformation. Il y a différentes possibilités d'investissement pour pouvoir donc mettre en valeur et mettre donc en production la production et les sous-produits de la viticulture. Et concernant justement la crise planétaire qui concerne de près les produits vitivinicoles, où se positionne justement votre stratégie en la matière pour justement imposer le produit made in Algeria sur le marché international, bien sûr? Notre stratégie, c'est d'abord de faire connaître aux investisseurs les possibilités d'investissement qui existent et qui sont réelles. Nous avons depuis quelques mois, grâce donc à une sensibilisation, à l'information, nous avons pu donc attirer des investisseurs au niveau de la wilaya. Nous avons l'exemple des Espagnols qui s'intéressent donc à la transformation de la viticulture au niveau de notre wilaya, dans le domaine de jus de raisin, dans le domaine de la production d'alcool, dans le domaine de la production de vin. Et il y a également d'autres investisseurs qui sont très intéressés, si ce n'est peut-être certaines contraintes d'ordre peut-être administratif au niveau des institutions chargées peut-être de faciliter l'installation des investisseurs. Mais ça, c'est notre objectif, durant les prochains mois. C'est donc de montrer aux investisseurs quelles sont les opportunités, quels sont les avantages
qu'ils en tirent donc de développer ou de s'engager dans ce créneau. Même si la conjoncture internationale n'est pas très favorable durant ces dernières années. La coopérative vitivinicole de Rio Salado, ou Oued El Mellah, a associé des partenaires espagnols pour davantage d'efficience. Au niveau du pesoir, le technicien espagnol s'attelle à jauger la matière brute qu'est le raisin. Une coopérative des plus actives d'El Mellah. Celle-ci totalise une longue expérience en matière de transformation des produits vitivinicoles. Avec les partenaires espagnols, on tente de passer à la production des jus de raisin ainsi que la production des vinaigres biologiques et d'alcool chirurgical pour les besoins pharmaceutiques. Un partenariat qui semble être réglé au quart de tour, d'autant que les Espagnols sont omniprésents pour faire durer dans le temps cette expérience. Au niveau des cuves, les Espagnols s'assurent de la qualité du jus de raisin une fois pressé. Car celle-ci doit répondre aux normes internationales établies avec lesquelles on ne badine guère au niveau de cette coopérative. Nosotros conocemos muy bien la tradición de vino de Argelia. Nous avons une idée sur la réputation internationale des terroirs algériens qui produisent d'excellents crus. Notre présence à Inti-Mouchent s'inscrit dans un cadre de partenariat avec la coopérative d'El Mellah. Nous sommes en train de voir les multiples opportunités en matière de collaboration avec nos partenaires algériens. Nous comptons tout mettre à niveau pour une production de crus de grande qualité, à l'image de l'Alicante, des crus andalous et le Carignan, qui sont très connus en Espagne et des plus appréciés des Espagnols. Nous assistons de près à l'élaboration et confection de breuvages durant tout le processus de production. Nous avons trouvé dans cette coopérative de grands professionnels en œnologie, des gens extraordinaires au niveau de l'administration publique de Inti-Mouchent. Especialmente el Wali, su director general, nos han ayudado de una manera especial. Sin su colaboración hubiera sido imposible este proyecto. D'aucuns n'a lésiné sur les moyens quant à la réussite de notre partenariat avec la coopérative d'El Mellah. Y es imprescindible la colaboración de las autoridades. Et c'est grâce à la compréhension des autorités locales que nous avons perçu la transparence et la volonté de nos partenaires d'aller de l'avant avec nous. Ensemble, Inti-Mouchent et ses terroirs se distinguent par la qualité de ses coteaux qui présentent des sols mous et adéquats pour la vigne. Le climat méditerranéen est presque semi-aride et permet aux crus une grande maturité ainsi qu'une extraordinaire qualité. Il lui confère également un arôme très spécial au goût et surtout à la saveur. La qualité œnologique des crus de Inti-Mouchent est d'une grande sensibilité. Comment les valoriser? Ceci reste notre préoccupation majeure. Il s'agit donc d'un grand défi et c'est ce que nous tentons de relever. Concernant notre projet, pour cette région, c'est une région avec une tradition historique pour les produits vitivinicoles.
Et à part le bon vin qu'on veut essayer de faire, on espère qu'on va le réussir, comme mon collègue m'a dit, on a pensé de profiter de tous les sous-produits que ça pose la lie, surtout qu'on peut le transformer et obtenir un alcool chirurgical pour pharmacie. Et pour le raisin blanc, on pense faire une bonne jus de raisin, aussi pour l'exportation, parce qu'il a l'habitude en Europe de mélanger presque tous les jus avec le jus de raisin blanc. Ça, il donne un goût spécial. Est-ce que votre projet avance? Est-ce que vous êtes optimiste? Bien sûr, surtout avec l'aide et le soutien moral. Aucun intérêt pour les autorités. Ils nous ont appuyés, nous ont soutenus. Surtout moralement, on a vu qu'on a un bon soutien. Et ça nous donne le courage d'avancer. Comme vous pouvez voir, on a installé déjà les équipements. Donc, le ticket gagnant se profile à l'horizon, n'est-ce pas? Exactement. Alors, on avance, on a la morale haute et on espère de finir le projet le plus vite possible. Un tel partenariat semble scier aussi bien aux Espagnols qu'aux coopérateurs locaux. Une expérience donc que nombreuses coopératives à Ain Timouchent comptent adopter d'ici là. À ce titre, le directeur de l'agriculture explique les contours du plan national du développement de l'agriculture et sa portée stratégique. Le PNDA, donc, il est venu pour répondre à un besoin, à une demande des viticulteurs et également des économistes de la région. Donc tout le monde a souhaité la réhabilitation de la viticulture. Maintenant qu'elle est là, il y a eu d'autres, peut-être au niveau international, d'autres marchés, d'autres pays qui ont nouvellement qui sont installés. Mais je dois dire que compte tenu de la vocation, compte tenu du potentiel, du savoir-faire, de la proximité de notre wilaya par rapport au marché européen, par rapport à l'Espagne, je crois que moi je suis tout à fait optimiste pour l'avenir de la viticulture au niveau de la wilaya d'Ain Timouchent. Et qu'en est-il de la reconversion? La reconversion, je le disais, donc après l'installation de la sécheresse, la céréaliculture ne pouvait pas donner les rendements souhaités, les rendements qui pouvaient garantir un revenu décent aux agriculteurs. Donc il fallait prendre des mesures d'ordre technique de façon à permettre aux viticulteurs de trouver des cultures de remplacement. Et la wilaya de Ain Timouchent, maîtrisant la viticulture, les conditions climatiques et sol étant très favorables au développement de la viticulture, avec le savoir-faire qui est quand même une donnée très importante, nos viticulteurs ou nos agriculteurs ont préféré aller vers la viticulture, qui est une culture également, c'est une espèce rustique qui résiste aux conditions climatiques défavorables et qui produit et qui assure également un revenu, et elle dégage des bénéfices pour les agriculteurs. C'est une culture créatrice d'emplois, c'est une culture qui peut satisfaire à la fois la consommation locale et dégager des excédents pour l'exportation. C'est une culture qui s'adapte très très bien à la wilaya d'Ain Timouchent. Des viticulteurs particuliers ont consenti d'importants investissements et tentent d'évoluer dans ce créneau qu'est l'activité viticole à Erlel. La base au point de vue encépagement, en 60, c'était l'alicante bouchée,
c'était le cinsault, c'était le carignan, c'était le grenache, un peu de mourvèdre, un peu de morastel, donc un cocktail du tonnerre. Comprenez? Tout de quoi faire un bon vin. Ces cépages existent toujours et encore mieux enrichis par d'autres cépages nobles que nous avions importés d'Europe, tels que le Syrah, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Pinot. Donc, si vous voulez, comme matériel de travail, nous avons tout pour faire quelque chose d'intéressant. Voyez? Ce qui manque, ce qui coince dans tout ça, le grain de sable, c'est la commercialisation. En tant que viticulteur, d'abord je suis fils de viticulteur, de père en fils, depuis des générations. Nous avons toujours fait de la viticulture. Nous possédons dans la commune de Darlel une ferme, une trentaine d'hectares. Et depuis ma retraite, ça fait 18 ans à peu près, j'ai planté 20 hectares de vignes pour justement faire de l'agriculture. J'ai choisi ce mode de retraite. Et avec les conséquences de la mévente qui se prévoyait à l'horizon du raisin, je me suis dit qu'il fallait bien se lancer dans le créneau de la transformation afin de résoudre ce problème qui se pose déjà à certains viticulteurs de la mévente de ce raisin. Et par conséquent, avec un partenaire européen, M. Ferral André, nous avons convenu de prendre une cave qui appartenait à la coopérative, moi-même étant un membre fondateur de cette même coopérative. Donc j'ai eu la possibilité et l'aide des services agricoles pour avoir cette cave, qu'elle soit mise à notre disposition et nous permettre de vinifier depuis 2005. Donc nous avons fait une première campagne, à peu près de 6000 quintaux. Et cette année, 2006, c'est la deuxième année, nous pensons faire un peu plus que l'année dernière. Je suis un enfant de viticulteur, j'ai grandi dans la viticulture et j'ai vu mon père travailler la vigne pendant pratiquement toute mon enfance. Et j'ai aidé mon père à faire les vendanges. Et donc je crapahutais un petit peu dans les caves. Mon père était un coopérateur. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant aussi, d'être un coopérateur grâce à M. Aïssaoui et M. Ferrat. Et donc, j'ai grandi en Algérie. Les circonstances ont voulu que je parte en tant que professionnel aux États-Unis, où en tant que pharmacien, j'ai travaillé plus la pharmacie pour devenir un microbiologiste dit industriel, un microbiologiste industriel. J'étais toujours fasciné par la microbiologie industrielle. Et vous savez que l'énologie, c'est essentiellement de la fermentation industrielle. Et j'avais toujours dans mon arrière-pensée qu'un jour, quand je prendrai ma retraite, je reviendrai à la fermentation. Eh bien, c'est fait. Et ce sont bel et bien ces terrains jadis abrupts qui se sont transformés en vignobles où les raisins de table et ceux des cuves se côtoient. L'expérience du vétéran californien d'Erlel, Mred Mokhtar, en dit long sur la relance de la viticulture et son essor à Ain Timouchent. Il s'agit d'un monde en plein dynamisme qui tient à sortir des sentiers battus, tant celui-ci est en train de faire sa mue. Il s'agit aussi d'un secteur agricole qui tente d'apporter des changements structurels pour s'inscrire dans une nouvelle conjoncture nationale et internationale, où la transformation et la commercialisation des produits viticoles ne seront point un handicap. Il s'agit enfin, pour ce même secteur, de constituer d'ici là un attrait majeur pour les investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux.